Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent, car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous. Le sujet que nous mettons sur la table au cours de cette autre journée crise ukrainienne, aide américaine à Kiev, Washington en campagne de blanchiment d'argent, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, les aides à Kiev ressemblent à du blanchiment d'argent. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains qui le déclarent. Eh bien, Marjorie Taylor Greene, membre du Congrès américain, dans une interview accordée à Newsweek, déclare haut et fort que ce qui se passe du côté de l'Ukraine avec les aides américaines est tout simplement du blanchiment d'argent. Les membres du Congrès américain dépensent les fonds budgétaires par le biais des ONG de leurs parents et amis, à tête déclarée, commentant le plan d'aide de 40 milliards de dollars pour Kiev. La situation est similaire avec les organisations qui fournissent aujourd'hui une aide aux migrants à la frontière entre les États-Unis et surtout le Mexique. La République de Géorgie a ajouté qu'elle était contre l'envoi de 40 milliards de dollars à Kiev, estimant que cela serait mauvais pour les Américains. Qu'est-ce qui se cache derrière ces envois tous azimuts de l'argent du côté de Kiev? Eh bien, nous nous interrogeons en nous demandant justement, crise ukrainienne, aide américaine à Kiev, Washington en campagne de blanchiment d'argent. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour m'accompagner au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste, Dr Yam Timba, économiste et surtout philosophe. Dr Yam Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis dans mon pays, je vais bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jusqu'à preuve de contraire, on se pose des questions. Dr Yam Timba, comment est-ce que Washington prend sur lui d'envoyer de l'argent à Kiev depuis un bon bout de temps? Il y a des aides de 50 milliards, 250 milliards, 400 milliards. Et cette fois-ci, depuis un bon bout de temps, eh bien, Joe Biden précise qu'il enverra 40 milliards de dollars à Kiev. Précisons que cette aide a été bloquée par le sénateur Rand Paul. Oui. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle là-bas une obstruction. La capacité de prendre la parole pendant 24 heures d'affilée. Donc vous bloquez l'adoption d'une loi par le Sénat. Les Américains n'envoient pas 40 milliards ou ne veulent pas envoyer 40 milliards et n'ont pas envoyé tout ce qu'ils ont envoyé parce qu'ils aiment beaucoup les Ukrainiens. À la limite, ils s'en foutent réellement. Ils ont d'autres préoccupations. Et ces préoccupations, quelles sont-elles? Oui. Les États-Unis ont un problème. Le pays s'appauvrit. Il s'est largement désindustrialisé au cours des 30, 40 dernières années sur la base d'une préoccupation parfaitement ridicule. À se demander sur quels économistes ont conseillé cela à l'État américain et comment ont-ils pu croire que cela était la bonne solution. Les Américains, à la fin des années 70, début des années 80, décident de désindustrialiser les États-Unis pour provoquer une baisse des salaires. Mais c'est le mécanisme du capitalisme, il est comme ça. Il faut provoquer, il faut réduire les coûts au maximum possible pour augmenter les profits au maximum possible. Et donc, ils estiment que les Américains gagnent des salaires extrêmement importants et donc il faut les réduire. Or, pour les réduire, ils désindustrialisent les États-Unis et vont s'installer en Chine où les coûts de la main-d'œuvre étaient extrêmement bas. Ils gagnent beaucoup d'argent. C'est la période où on a énormément de milliardaires qui apparaissent aux États-Unis. On a des épopées financières qui ont lieu. Mais la facture sociale et culturelle est énorme. Oui. Alors, les États-Unis aujourd'hui, grâce à cela, ont carrément construit la Chine. C'est-à-dire qu'ont soutenu le développement de la Chine, qui avait ses propres fondamentaux, qui aurait pu se développer, mais n'aurait certainement pas aussi rapidement atteint le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui. Sauf que cela a conduit à une situation idéologique grave. Il est prouvé aujourd'hui que la façon dont la Chine a redistribué les richesses dans son pays
a permis à la Chine de sortir 1,5 milliard de personnes de la pauvreté. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et cette qualité de la répartition des fruits de la croissance en Chine indique de façon claire que, en fait, nous avons là une démonstration de la pertinence absolue du modèle socialiste sur le modèle capitaliste financier libéral. C'est très grave parce que tout le combat de la deuxième moitié du XXe siècle a été, et vous vous en souvenez du fait de la guerre froide, une opposition radicale et mortelle entre le communisme et le capitalisme. Sauf que la Chine, après les billevesées d'un certain Francis Fukuyama et de tout le Council for Foreign Relations, etc., viennent de prouver que quand les Fukuyama écrivent en 90 la fin de l'histoire et le dernier homme, indiquant par là que le capitalisme a gagné la confrontation contre le communisme et que c'est finalement la vérité ultime de l'humanité que le capitalisme, en fait la Chine vient battre en brèche totalement cette espèce de vérité et tout cela qui a été présenté comme ultimement résolutoire pour l'humanité en termes de choix idéologiques, économiques et politiques. Les États-Unis, qui sont donc aujourd'hui en perte de vitesse sur le plan économique, scientifique, technique, je vous prends maintenant l'exemple, oui. Sur les missiles hypersoniques, les États-Unis ont 20 ans de retard sur la Russie. Donc, c'est extrêmement important. Ça dit à quel point le pays est en arrière. Mais les États-Unis des années 30, 40, 50, 60, c'était une fusée scientifique et technologique. C'est-à-dire que ça allait tellement vite, mais les États-Unis ont chuté. Ce n'est plus le premier pays aujourd'hui dans le monde. Je crois qu'ils sont 49e en maths, ils doivent être 7e d'espérance de vie, des choses comme ça. Si vous calculez, les États-Unis, c'est vraiment en arrière. Oui. Et les États-Unis ont permis d'avoir l'OTAN. Le drame, c'est que les États-Unis se rendent compte que la Chine les a dépassés. Mais qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'organise dans le monde et qui est porté par des investissements croisés. C'est la relance de l'économie européenne qui elle-même sort péniblement des contraintes du plan Marshall de 1947. Et donc, les Européens obtiennent du gaz bon marché de Russie. Ça permet à leur économie de redevenir compétitive depuis pratiquement la crise de 2008. Elle redevient compétitive et la construction de Nord Stream 2 qui aurait dû baisser encore les coûts de l'énergie pour l'Europe et lui aurait permis de faire le grand bond en avant. Eh bien, les États-Unis ont vu ça et ont cassé le projet de Nord Stream 2 après avoir cassé le projet du gazoduc qatari qui était porté par les Européens et qui devait passer par la Syrie. Oui. Devant tout cela, nous avons donc vu comment les États-Unis en fait élaborent plusieurs scénarios pour affaiblir, pour arrêter le développement de la Chine. Parmi ces scénarios, vous avez vu le problème éthiopien. Donc on crée un certain nombre de guerres partout. Vous avez vu par exemple des pays comme le Cameroun qui essayaient de se rapprocher de plus en plus de la Chine ou de la Russie. On leur a créé des guerres. Vous voyez comme par exemple ce qui se passe au Donbass et en Ukraine depuis les 2014, 2011, 2014. Et vous voyez qu'il y a différents scénarios qui ont été préparés. Et le scénario majeur, qui était une sorte de débarquement en Normandie pour les États-Unis, ça a été l'Ukraine. Pourquoi? Parce que si vous cassez l'Ukraine et que vous provoquez une guerre en Ukraine, vous avez la possibilité d'affaiblir la Russie. Que vous croyez avoir le même PIB que l'Espagne, ce qui est totalement faux. Le PIB de la Russie est probablement 2 à 3 fois plus élevé que celui de l'Espagne, mais les Russes n'étaient pas obligés de vous donner de mettre leurs données à la disposition du FMI et de la Banque mondiale. C'est un État souverain. Pourquoi est-ce qu'ils vous disent ce qu'ils ont comme données économiques chez eux? Donc, vous faites vos scénarios sur la base du fait qu'ils ont un PIB équivalent à celui de l'Espagne. Donc, il suffit qu'on les déconnecte de SWIFT, de ci, de ça, de ça, de ça. Et ils vont tomber. Ils vont tomber. Sauf que leur PIB est probablement 3-4 fois plus élevé. Et donc, ils sont beaucoup plus solides que vous ne l'oubliez. Et ils disposent d'une arme dont l'Espagne ne peut que rêver, l'arme énergétique. La base de l'industrie et donc du développement aujourd'hui, c'est l'énergie. Et par conséquent, ils attaquent la Russie.
croyant être capable de la broyer, de provoquer son effondrement en quelques mois. Ils parlaient tous de 3 mois. Bruno Le Maire, le ministre français, qui est quand même un phénomène extraordinaire, parlait carrément de 2 semaines. Parce que si vous cassez, si vous affaiblissez la Russie, ça va faire que les investissements croisés entre la Russie, l'Europe et la Chine ne pourront plus se faire. Puisqu'il y a le partenaire qui porte ce qui est au fondement de tout, qui sera devenu faible. Et à partir de là, les États-Unis vont recommencer à dicter leurs conditions au monde entier. Ils vont redevenir le gendarme américain. Sauf que cela ne se fait pas. Parce qu'au fond, la guerre en Ukraine n'est pas une guerre directe contre la Russie. C'est ce qu'on appelle les guerres intermédiaires. C'est-à-dire qu'on fait la guerre à la Russie, mais en fait, c'est la Chine qu'on vise. C'est la Chine qu'on vise. Pour quelle raison vise-t-on la Chine? Mais la Chine parle aux pays comme l'Afrique. La Chine parle aux pays, aux régions comme l'Amérique latine, qui est aujourd'hui en train de créer sa monnaie sous-régionale de toute l'Amérique latine, le SUR. Mais dès que vous avez cette monnaie-là, vous fermez votre zone économique, les États-Unis vont faire comment? Comment les États-Unis vont faire? Mais actuellement, jusqu'à preuve de contraire, il y a pas mal de pays européens qui sont obligés de tout payer à la Russie en roubles. Et ce qui, à un moment donné, donne l'avantage à la Russie. Chacun fait la politique de ses moyens, non? Chacun fait la politique de ses moyens. Et il se trouve que les Russes ont également élaboré un certain nombre de scénarios. L'un des scénarios, c'était ces gens-là vont forcément nous déconnecter de SWIFT, ils vont geler nos biens. Ils n'étaient pas dupes. Ils voient les sanctions depuis plus de 10 ans, donc ils sont prêts. Ils vont le faire, ils vont geler nos biens, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans une situation où on sait que l'Europe est dépendante de nous. On la tient. On va demander à ces gens de payer en roubles. Pourquoi? Parce que tant que les autres vont payer en dollars et en euros, l'Europe, l'OTAN de manière générale, l'ethnie européenne. L'Occident. L'ethnie européenne. Oui. Parce qu'en Occident, l'ethnie européenne va bloquer les avoirs de la Russie. Et ça va obliger la Russie à aller acheter encore des dollars. Voilà comment ils pensaient en fait tuer l'économie russe. Parce qu'à partir du moment où les devises, vous n'y accédez pas, et que vous avez quand même besoin peut-être d'importer 2 ou 3 choses, vous allez être obligé d'acheter des dollars. Du coup, le dollar reste la monnaie la plus importante et votre monnaie s'effondre. Il vous faudra donc de plus en plus d'efforts avant de pouvoir obtenir un seul dollar. C'est pourquoi au cours des 3 premières semaines, premiers mois, vous avez vu que le rouble est descendu jusqu'à 140 roubles pour $1. Aujourd'hui, c'est remonté, c'est pratiquement à 63 roubles pour $1. La stratégie, c'était de faire payer les exportations russes en roubles. Parce qu'à partir du moment où vous les payez en roubles, c'est vous qui allez acheter des roubles. Et comme vous devez acheter des roubles, ils vous attendent, ils sont assis, ils ne font plus d'efforts. C'est vous qui faites des efforts. L'Europe peut-elle se passer du gaz russe, du charbon russe, du pétrole russe? C'est très compliqué. Parce que finalement, les Américains sont donc en train de financer la guerre du côté de l'Ukraine pour se sauver de la noyade, finalement. En réalité, c'est ça. Laissez l'histoire, toute la rhétorique du président ukrainien et européen, etc. Le drame, c'est que les Européens, les Américains les tiennent tous. C'est pour ça que vous voyez des gens, quand même, on ne peut pas douter de leur lucidité, ni de leur capacité. Vous ne pouvez pas vous lever et dire que le président français c'est un idiot, ou que la présidente de la Commission européenne elle est idiote, ou que le président allemand, le chancelier allemand, que c'est des gens pas compétents. Non, on ne peut pas dire ça. C'est quand même des gens, je veux dire, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord avec eux ou pas, ils sont quand même des gens solides. Solides, c'est des gens solides. Mais la question que vous posez, c'est comment cette solidité n'est pas mise dans la recherche ou dans la défense, la recherche de solutions pour la défense des intérêts de leur pays. Comment se font-ils manipuler de façon aussi simple par les Américains? Il doit y avoir quelque chose qui est quand même... Il y a quelque chose qui échappe au commun des mortels. Et donc, peut-être certaines alliances occultes peuvent justifier, expliquer tout cela. Il se trouve que les Américains vont en Ukraine, ils mettent de l'argent. Je vous ai dit qu'ils considèrent que dans la géopolitique actuelle, la géostratégie actuelle, l'Ukraine est leur débarquement en Normandie. C'est pour ça que les symboles ont un sens. Hein. C'est pour ça qu'ils réactivent, par exemple, une loi de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne réactivent pas cette loi par hasard.
Et cette loi-là signifiait quoi? Cette loi, justement, encadrait et contribuait à ce débarquement en Normandie, c'est-à-dire équiper les Alliés. Du coup, vous comprenez que pour eux, c'est le débarquement en Normandie. 40 milliards de dollars, c'est énorme. C'est énorme. Et ces 40 milliards de dollars devraient permettre donc à l'Ukraine de résister. Le problème, c'est que la Russie est dans une stratégie qui n'est pas une stratégie d'occupation de l'Ukraine, ni une stratégie de destruction de l'Ukraine. Et par conséquent, vos efforts déployés pour défendre l'Ukraine n'ont tout simplement pas de sens parce qu'on ne sait pas à quoi ça s'oppose. D'une part. D'autre part, vous êtes dans un pays où il n'y a pas de... Les routes, si vous voyez le niveau de dégradation des routes aux États-Unis, ça va vous écœurer. Vous allez vous demander, mais pourquoi Hollywood ne montre jamais ça? Quand vous voyez les gens qui dorment dans la rue aux États-Unis, voilà l'hiver qui arrive, il va y avoir, voilà l'hiver qui vient de passer, il va y avoir des milliers qui vont mourir, qui meurent, des milliers meurent dans la rue, etc. Les gens n'arrivent pas à se soigner parce que ça coûte trop cher, c'est inaccessible. Les gens mangent à la soupe populaire, ils sont en rang comme ça. Dans le pays, l'un des pays les plus puissants dans le monde, les gens se mettent en rang. Ils s'en vont acheter de la nourriture. Voilà pourquoi vous voyez que ce pays, les gens sont nerveux, les gens sont tendus. Parce que la vie est difficile, mes amis. La vie est difficile aux États-Unis. Mais l'élite américaine, sur la base de principes du capitalisme financier néolibéral, a besoin de contrôler le monde. Comment vous faites pour entretenir 800 bases militaires dans le monde? Ça coûte une fortune. Même si les pays dans lesquels ces bases sont installées payent une partie. Mais ça coûte extrêmement cher. Et par conséquent, vous avez donc aujourd'hui le besoin de financer la Russie, en réalité, de financer l'Ukraine, en réalité non pas parce que les Américains aiment beaucoup les Ukrainiens, non, c'est parce qu'il y a, un objectif géostratégique autre qui n'est pas forcément dit, mais qu'aujourd'hui les analystes ont découvert et connaissent. Finalement, on a l'impression qu'il y a une guerre entre deux blocs, le bloc capitaliste et le bloc communiste. Mais c'est ça. Peut-on dire aujourd'hui que c'est la fin du bloc capitaliste? Non, le capitalisme, ça ressemble, vous voyez, le capitalisme en soi, il est mené par des gens. Donc, ces gens sont des capitalistes. Les capitalistes, c'est un peu comme des pilotes d'avion. Ils sont dans notre avion et ils sont en train de mener notre avion vers une destination inconnue. Et ces gens-là sont des kamikazes. À nous, il ne faut pas croire que le jour où ils vont arriver et cracher, nous allons nous en sortir. Non, s'ils nous mènent, nous les laissons aller jusqu'à ce qu'on crache, c'est le monde entier qui va exploser. Et ça, il ne faut pas croire. Donc, ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de rentrer dans le cockpit, les sortir de là et reprendre le contrôle de notre avion pour aller atterrir en douceur là où nous voulons. Donc, quand ils font tout cela, la question peut-être que vous allez me poser, mais où prennent-ils tant d'argent pour financer l'Ukraine? Vous savez, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a eu une polémique pendant très longtemps sur le financement des opérations spéciales des grandes puissances. Il a été démontré dans les années 90 que, vous vous souvenez du scandale du Nicaragua, voilà, que c'était financé par de la drogue, etc. Donc, il a été démontré que beaucoup de grandes puissances utilisent des trafics illicites pour financer un certain nombre d'opérations extérieures. Et donc, aujourd'hui, l'idée, quand vous entendez cette sénatrice dire « mais on fait du blanchiment d'argent », ça peut être parce qu'on finance, on blanchit de l'argent de la drogue. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les chiffres d'affaires de la drogue, ça tourne autour de 500 et 800 milliards de dollars. C'est un peu plus que le trafic des armes dans le monde. Oui, exactement. Non, pas le trafic, c'est un peu plus que la vente des armes dans le monde. La vente, c'est-à-dire que la vente légale, les ventes légales que les États font. C'est un peu plus. Or, si vous êtes entre 500 et 800 milliards, il faut bien les recycler quelque part. Les Panama Papers nous ont parlé de beaucoup de choses, les Pandora Papers nous ont parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la question est de savoir ce qui a été encaissé va où. C'est la grande interrogation. Vous parliez tout à l'heure des alliances. Jusqu'à preuve de compter, le bloc capitaliste insiste sur le fait que certains pays africains ont pris l'initiative de s'allier à la Russie. Et d'ailleurs, du côté de la Chambre des représentants, du côté des États-Unis, il y a une loi qui a été introduite, la loi HR 113-11, pour blâmer tous les pays africains qui s'allient aujourd'hui à la Russie. Vous savez, ce genre de loi n'ont de valeur que parce que l'Afrique est disloquée. Encore une fois. Et peut-être que les Africains, ça va leur faire prendre conscience de l'urgence à se mettre ensemble. Mais les États-Unis n'ont aucune compétence universelle en matière de répression. Mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ils se prennent pour le gendarme du monde. Oui. Donc, en se prenant pour le gendarme du monde,
Ils pensent sincèrement qu'ils peuvent prendre une loi qui s'impose aux autres. Heureusement que leur loi... Je vous rappelle quand même que c'est un frère noir qui a introduit cette loi, HR 7311, à la Chambre des représentants. Je pense pas qu'il faut voir... Je précise quand même cela. Non, je pense pas qu'il faut voir les choses comme ça. Il a pris cette loi en tant qu'Américain. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir. C'est un Américain et en plus, il était le président des États-Unis. Ça veut dire que la seule chose qu'il avait en tête, c'est que voulons-nous en tant qu'États-Uniens, quels sont nos objectifs, comment on va les atteindre. Moi qui suis africain, ce n'est pas à ça que je réponds. Je ne vais pas créer une solidarité totalement ridicule en disant que parce qu'il est noir, donc ce qu'il a fait, non, pas du tout. La question c'est qu'est-ce que moi je veux pour l'Afrique? Oui. La seule façon de résister à ce genre de loi, ce n'est pas d'être des petits pays comme le Togo. Vous n'allez pas pouvoir résister à ça, ou d'être des petits pays perdus au cœur de l'Afrique, un peu comme le Rwanda. Vous n'allez pas pouvoir y résister. Vous devez être des blocs. Si vous faites des blocs, vous avez 350 millions d'habitants en CEAC ou 500 millions en CEDEAO, ben à partir de là, vous résistez. Parce que 500 millions d'habitants, vous créez un marché intérieur qui est tel que vous pouvez réduire même vos exportations. Je vous rappelle que l'eurozone, c'est 70% des échanges internes. Donc quand vous formez un bloc important, vous échangez l'essentiel de vos productions entre vous. Ce qui fait que les Américains peuvent aboyer, discuter, venir négocier, bref, quelle que soit la forme des relations qu'ils vont prendre avec vous, vous les regardez en disant « Ok, on vous écoute, que dites-vous, que voulez-vous » Parce que vous savez que 70% de vos échanges se font entre vous. Les Africains ont créé Afriksim Bank pour encourager, catalyser ces échanges en Afrique, mais ça ne prend pas. Ça a du mal à prendre. On est toujours entre 12 et 15% bon en mal en, parce que nous ne formons pas une unité politique. L'Europe, au cours a créé des bases assez solides. Il y a encore des États, mais l'Union européenne on lui a donné une telle puissance qu'elle est capable de contraindre les États. Les directives de l'Union européenne s'imposent à tous les États. Dans la plupart des pays africains, on ne sait même pas quelles sont les directives de l'Union africaine. Demandez à la plupart des gens, ils ne savent même pas exactement où se trouve l'Union africaine, puisqu'ils ne ressentent pas au quotidien son impact sur leur vie. Donc en réalité, cette loi n'a pas de grande importance pour nous. C'est la loi des Américains, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui commercent avec les États-Unis font ce qu'ils veulent. Quand ils ont déconnecté le Cameroun du système de l'AGOA, est-ce que le Cameroun est mort? Du tout. Ça faisait un grand bruit. Oh, l'AGOA, mais ça ne représentait même pas le volume des échanges entre le Cameroun et le Tchad. Le volume des échanges entre le Cameroun et le Tchad était plus important. Que celui avec les États-Unis. Donc, il faut souvent que les gens laissent les grands mots, les grandes envolées géopolitiques, géostratégiques. Ce que le Cameroun échange avec le Tchad était plus important que ce que les États-Unis et le Cameroun échangent dans le cadre de l'AGOA. Donc, ce n'est pas important. Les Américains prennent leur loi, c'est leur loi. Nous, de leur dire, nous sommes des États souverains et nous avons besoin, nous devons pouvoir nous assumer comme tels. Au nom de quoi devrions-nous tuer nos propres intérêts pour poursuivre, pour que ceux des Américains réussissent? Ils ont même déjà du mal eux-mêmes à faire réussir leurs propres intérêts. Allez savoir. Merci beaucoup, Dr Yamtima, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette parole au panafricanisme. N'oubliez surtout pas, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. On n'essaie pas seulement une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 3 fois, alors 300 fois, mais il faut essayer jusqu'à atteindre le succès. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.